aujourd'hui, je vais vous présenter l'Oscar du réseau social le plus discriminant. On n'en dit pas plus, on garde un peu de suspense. On va avoir aussi un point élection américaine avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Salut. Tu vas nous parler quoi, des démocrates, c'est ça? Oui, et plus particulièrement de Pete Buttigieg. Buttigieg, très bien. Ensuite, on va voir le premier instant prof de cette émission qui va être animé par Fantine. Bonjour Fantine. Bonjour à tous. De quoi est-ce que tu vas nous parler? De la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Un peu de philo donc. Oui. Sympa, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, le deuxième point sera donné par Odéphine. Bonjour Odéphine. Salut à tous. Et tu vas nous parler des Oscars. Oui, c'est ça, je vais vous parler surtout de la féminisation des Oscars. Eh bien, on attend ça avec plaisir. Et on va finir par un quiz évidemment, que je vais m'amuser à maltraiter mes chroniqueurs. Mais tout de suite, on commence par les moments de la rédac. Et je vais ouvrir le bal puisque je vais vous parler un petit peu de sport. Alors ça a été un week-end important sportivement et on va commencer par les victoires françaises. Une victoire d'abord de l'équipe de France féminine de basket qui a validé sa qualification pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Les Bleus ont gagné leurs 3 matchs la semaine dernière, le premier face à l'Australie, puis le Brésil et Porto Rico. Alors pour se qualifier, il fallait terminer dans les 3 premiers sur 4, donc rien d'insurmontable, mais les Françaises l'ont fait avec la manière, et on peut dire que c'est prometteur pour les JO. Deuxième victoire pour les rugbymen français dans ce tournoi des 6 nations. Après avoir triomphé contre les Anglais vice-champions du monde, l'équipe de France a battu l'Italie avec bonus offensif, c'est-à-dire que l'équipe de France a marqué plus de 4 essais dans le match. C'était pas leur meilleur match, mais ça fait quand même plaisir de voir une belle équipe de France après peut-être 4 ou 6 ans de disette, on peut le dire, et qui est pour l'instant leader de ce tournoi des 6 nations, égalité avec l'Irlande. Et maintenant, on va passer, j'avoue que je préfère cette partie-là, on va passer à la partie FF Loose de cette chronique. Un premier record est tombé, le record du saut à la perche en salle qui était détenu par... Quelqu'un là? Renaud Lavillenie. Exactement. Un record à 6,16 m qui a été battu par le très jeune Armand Duplantis, 20 ans, qui l'a surplombé d'un tout petit centimètre, donc à 6,17 m. Et l'intéressé l'a plutôt pris avec le sourire, alors qu'il a appris la nouvelle en pleine compétition à Rouen. Et une deuxième personne est tombée, ça c'est un peu plus mythique. C'est notre roi du judo français Teddy Riner qui a perdu son premier match. C'est le premier match qu'il perd depuis 2010. Après 154 matchs sans défaite, rendez-vous compte, il s'est incliné contre le japonais Kokoro Kageura à Bercy. Et le principal intéressé l'a plutôt bien pris aussi. Il s'est senti un peu plus léger avant les JO qui arrivent. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous pensez qu'il a quand même une chance de remporter la médaille d'or aux JO? Ouais. Ou est-ce que ça l'affaiblit? Il va se remettre en question. On a confiance en lui? Oui, Ça va bien se passer. Et voilà, c'était la fin de ce petit point sport. Et maintenant, c'est Fantine qui va nous parler des problèmes de plomberie au Brésil, c'est ça? En effet, c'est un véritable vaudeville brésilien aquatique qui a commencé il y a peu de temps après les fêtes de la nouvelle année. Depuis plus d'un mois, 9 millions d'habitants ne sont plus desservis en eau douce, mais en boue. La compagnie régionale des eaux, CDA, explique qu'il s'agit d'une contamination à la molécule géosmine. Si on se renseigne un peu, on apprend que la molécule est inoffensive, mais qu'elle adore se développer dans les eaux particulièrement sales. On en conclut donc que l'eau distribuée l'est. En tout cas, dès le lendemain, c'est le branle-bas de combat. La CDA, le gouvernement de l'État, emploient tous les moyens à leur disposition pour rétablir la situation. Non, en fait, pas du tout. Il va falloir attendre 15 jours d'eau trouble avant que la compagnie se décide à utiliser un charbon actif afin de dissoudre la molécule. Et le gouverneur annonce que dans une semaine maximum, tout sera rétabli. Chimère encore. Si l'eau est redevenue transparente dans une bonne partie de l'État, un goût et une odeur de terre perdurent. Lundi 3 février, nouvel épisode de cette crise de l'eau ubuesque. Des traces de détergents sont détectées et la distribution d'eau cesse tout simplement. En plein été, c'est la chasse à l'or bleu qui s'engage. Les supermarchés approvisionnés en eau sont submergés par des vagues de consommateurs prêts à se battre pour les précieuses bouteilles, parfois dès la sortie du camion. Cette crise pourrait s'expliquer par une profonde désorganisation de la compagnie qui est en cours de privatisation, après un accord signé en 2017 avec le gouvernement fédéral, lui aussi en crise. Un accord dans le but de renflouer les caisses de l'État. Mais rétablir la situation risque de coûter beaucoup plus cher. Le carnaval de Rio, qui a lieu le 26 février prochain, s'annonce donc déshydraté. C'est donc le célèbre slogan des cariocas qui est à l'ordre du jour jusqu'à la sortie de la crise, rire pour ne pas pleurer. Et ça, le Brésil sait le faire depuis un certain moment maintenant. Et c'est bien triste. On espère que ça va se rétablir quand même plus vite et que ça va pas avoir d'impact sur le carnaval. Ce serait sympa. Ce serait plutôt bien. Pour que Neymar en profite. Oui. Il faut qu'il soit quand même performant parce que là on l'attend sur les prochains matchs. Déjà qu'il n'a pas joué contre Lyon, ce qu'il n'a pas manqué à son équipe, on peut le dire. À mon plus grand malheur.
On va continuer, on va revenir un peu sur la réforme des retraites et Mathilde va nous parler des quelques tout petits amendements qui ont été déposés sur ce Oui, projet de loi. rien de grave. Donc le texte sur la réforme des retraites est arrivé à l'Assemblée nationale pour être étudié par une commission. Le seul problème, c'est que les amendements sont au nombre de 22 000, Rien que ça. c'est-à-dire donc les modifications proposées par des membres de l'Assemblée nationale qui siègent à cette commission. Parmi ces 22 000 amendements, 19 000 ont été déposés par la France insoumise et leur but, ralentir le processus législatif. Hier, il leur restait environ 15 000 amendements à examiner et la date limite c'est demain, donc il est très probable que le texte soit réexaminé en entier. Il leur aurait fallu environ 2 semaines, nuit et jour, pour tout examiner dans de bonnes conditions. Et le gouvernement a justement fixé des délais pour que ce ne soit pas jouable, c'est ça? Tout à fait. Super. Un bon projet qui risque d'aboutir pleinement d'ici peu. Antoine va nous emmener dans le nord de l'Europe maintenant pour nous parler de congés maternité et paternité, c'est ça? Eh oui, chez nos voisins scandinaves. Alors l'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est en effet les congés parentaux en Finlande. En effet, le nouveau gouvernement finlandais de centre-gauche, dirigé par Sanna Marin, a affirmé la semaine dernière que la durée du congé paternité deviendrait le même que celui du congé maternité dès l'année 2021. Cette durée donc s'étendra à près de 7 mois et l'autre parent pourra bénéficier de la moitié de cette période à peu près. Pourquoi faire cela? Alors 2 réponses peuvent être apportées à cette question. La première, c'est que cela permettrait d'avoir une meilleure égalité entre les parents, égalité de sexe bien sûr. Et la deuxième réponse, ça serait que il y a un problème dans le pays actuellement, c'est que le taux de natalité est trop bas. Donc il faut absolument stimuler ce taux de natalité qui a diminué d'environ 1/5 en 8 ans, de 2010 à 2018. Ce système peut être considéré comme un exemple pour la France, notamment sur la question de l'égalité des sexes, car en effet en France les congés maternité peuvent s'étendre de 16 à 46 semaines selon les situations, alors que pour les congés paternité, la durée s'étend de 11 à 18 jours. Rien que ça, c'est vraiment c'est tout petit en comparaison. Et ça dénote un peu avec ce qu'on a en France en ce moment, c'est-à-dire le projet de loi retoqué par LREM sur le congé post-mortem, ouais, on va dire. post-mortem, ouais. Voilà. Donc deux poids, deux mesures et deux gouvernements, deux mesures, on peut le dire. Maintenant, c'est Odéphine qui va conclure ces moments de la rédac en nous parlant d'une journée qui met en lumière les femmes scientifiques. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est le 11 février. Et donc, c'est la journée internationale des filles et des femmes de la science. Donc, cette journée, elle existe depuis 2015. Et c'est l'UNESCO et l'ONU Femmes qui sont à l'origine de sa création. Et donc, à cette occasion, il y a eu aujourd'hui un événement à l'UNESCO avec une table ronde animée par des femmes, dont certaines sont boursières d'un programme pour les femmes et les sciences, notamment en Afrique subsaharienne et en Serbie. Et donc elles parleront des solutions pour réduire l'écart entre les genres dans les sciences. Alors le but de cette journée, c'est de lutter contre la sous-représentativité des femmes dans les sciences. Pour rappel, 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Alors pour rendre les femmes plus visibles dans le domaine des sciences, l'UNESCO propose de les accompagner dans des formations scientifiques, mais aussi de promouvoir la participation pleine et équitable des filles et des femmes dans les domaines des sciences. Alors comme ça sonne surtout comme des belles promesses, mais l'UNESCO a créé un programme pour rendre ça plus concret avec le prix L'Oréal UNESCO qui récompense une femme par continent et des bourses nationales qui ont été distribuées dans plus de 115 pays. Donc c'est aussi l'occasion de promouvoir la diversité. Aujourd'hui, donc, on a célébré les femmes scientifiques, mais c'est pas quelque chose qui doit se fêter une fois par an et après on oublie. Donc pour finir, je tiens juste à rappeler que c'est Marie Curie, la seule femme qui a remporté un prix Nobel dans les 2 domaines distincts qui sont la physique et la chimie en 1903 et 1911. C'est ça, et l'égalité des sexes dans tous les domaines, c'est tous les jours. C'est ça, exactement. C'est pas un jour précis. Merci à tous pour ce petit tour d'infos et on passe tout de suite à l'Oscar de la semaine. Et donc pour cet Oscar, tu nous l'as dit tout à l'heure Antoine, tu veux nous parler un peu d'Instagram, c'est ça? Voilà, alors j'aimerais distribuer en effet l'Oscar du réseau social le plus discriminant. Alors bien que je ne sois pas un fin connaisseur de ce sujet, je vais vous parler de grossophobie aujourd'hui car quelque chose m'a interpellé ce week-end. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Leslie Barbara Butch, mais elle était dans l'actualité récemment et notamment ce dimanche 7 février. Cette dernière, DJ parisienne mais également fat activiste, c'est-à-dire activiste contre la grossophobie, a fait la une du numéro de Télérama intitulé « Pourquoi on rejette les gros ».
Elle pose nue, mais la photo signée Jérôme Bonnet est d'une pudeur extrême. Cadré juste au-dessus de la taille, le mannequin cache sa poitrine avec son bras. Néanmoins, la photo a été censurée sur Facebook et Instagram pour cause de nudité. Cela va même plus loin car sur Instagram, le compte de Leslie Barbara Butch a lui aussi été bloqué après qu'elle ait tenté de repartager cette photo dans sa story. Entre transports publics peu équipés pour ces personnes et hôpitaux dans lesquels le matériel technique n'est pas adapté, par exemple seulement 2 hôpitaux publics à Paris proposent des IRM version XXL selon le journal Télérama, la grossophobie est déjà présente au quotidien en France. Néanmoins, Instagram n'arrange pas la situation. En effet, il semblerait que ce réseau social promeuve une sorte de standard de corps. Il suffit d'aller voir par exemple certains comptes, comme le compte certifié de David Belmer, pour se demander comment les algorithmes de ce réseau social fonctionnent. Sur ce compte, de nombreux mannequins femmes, minces, sont exposés de manière beaucoup plus obscène entre guillemets, voire même des fois de façon sexualisée dans certains posts, et pourtant aucun signe de censure. Ce n'est pas la première fois que cela arrive sur ce réseau social, c'est pourquoi déjà en 2019, de nombreuses utilisatrices du réseau social s'étaient révoltées contre Instagram, car l'hashtag grosse avait été censuré d'Instagram. Mais pourquoi ? Car selon Instagram, les publications contenant les mots ou tags grosse encouragent souvent un comportement pouvant nuire ou conduire au décès. Bien que cette politique soit appliquée également pour les mots dépression, anorexie ou autre, dans cette situation, il n'est pas question de maladie. Après une mobilisation des utilisateurs, l'hashtag a été réutilisable et Instagram s'était excusé en reconnaissant une erreur. Comment agir contre ce type de discrimination ? Eh bien, il semble que la façon la plus efficace et la plus adaptée, c'est de combattre cette discrimination au sein même du réseau social. C'est donc pourquoi de nombreux mouvements ont éclos sur les réseaux sociaux. On peut parler du body positive, dans lequel les utilisateurs se disent fiers de leur corps et l'affichent sans complexe, mais également du mouvement de Ashley Graham, mannequin grand de taille, qui consiste à s'affirmer tel que l'on est, car chacun a ses qualités et ses défauts. Elle parle des sujets tabous pour justement ne plus avoir honte de ses propres faiblesses dans son podcast Pretty Little Big Deal Pod. Il apparaît donc nécessaire que les personnalités publiques prennent les choses en main, car leur influence peut permettre de faire évoluer les mentalités. Et c'est incroyable quand même, cette censure du hashtag, c'est... Mais il y avait déjà le cas en plus aux États-Unis avec le mot curvy qui avait été supprimé, qui veut dire courbe. D'accord, donc oui, c'est vraiment, il s'y oppose quoi. Voilà. Je comprends bien l'Oscar, j'étais pas du tout au courant de toute cette discrimination, mais bravo. Avec plaisir. Et pas bravo Instagram du coup, ils méritent largement leur Oscar sur ce coup-là. Oui, facilement. Oui, large, très facilement. On va passer au premier point tout de suite et on va partir aux États-Unis pour faire un point sur la politique américaine. Alors Mathilde, tu vas nous parler des primaires démocrates. Tout à fait. Et je voudrais parler plus particulièrement d'un candidat qui monte dans les sondages, qui s'appelle Pete Buttigieg. Donc il est membre du Parti démocrate et il ne faisait pas vraiment partie des favoris comme Bernie Sanders ou Joe Biden. Mais il y a une semaine, à la grande surprise des médias, il a remporté l'élection primaire démocrate dans l'Iowa, suivi de près par Bernie Sanders. Mais qui est ce Pete Buttigieg qui affole tant les médias américains ? Il a 38 ans, peut-être un peu jeune, me direz-vous, surtout comparé à la moyenne d'âge des 4 derniers présidents américains qui est de 55 ans. Mais son jeune âge n'est pas un frein à son niveau d'expérience puisqu'il a étudié les sciences humaines pendant 4 ans à Harvard, puis à l'université d'Oxford jusqu'en 2007. Il devient alors consultant en stratégie dans une société de conseil auprès des directions générales des grandes entreprises. Ensuite, il a servi dans la marine en Afghanistan et à son retour, il s'engage dans la politique et finit par être élu maire de South Bend dans l'Indiana en 2011. Après avoir été réélu en 2014 avec 80% des voix, donc à South Bend, il refuse de se présenter pour un 3e mandat afin de s'engager davantage au sein du Parti démocrate. En avril dernier, il annonce alors sa candidature pour l'élection présidentielle de 2020. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire qu'il parle 7 langues. Rien que ça. Ça aide. Ouais, pratique en démocratie. En Plutôt, politique plutôt. Son programme s'inscrit dans la lignée du Parti démocrate, évidemment, mais il se veut plus jeune et progressiste. Il défend la cause environnementale, propose une assurance santé universelle alliant public et privé et soutient la cause LGBT. Mais malgré un portrait prometteur, les polémiques fusent. En effet, son orientation sexuelle, puisqu'il revendique ouvertement son homosexualité, pose problème pour certains citoyens de l'Amérique profonde, très réfractaires au changement. Son jeune âge est également un argument de ses concurrents, surtout chez les républicains. Mais rien n'est gagné pour Pete, puisqu'il reste encore beaucoup de temps avant la fin des primaires démocrates. On attend donc le 16 juin avec la dernière primaire à Washington DC,
pour voir si Pete est un candidat prometteur et rassembleur comme le présente sa campagne. Et c'est très jeune, on l'a dit, 38 ans, sachant que l'âge minimum requis pour pouvoir se présenter aux présidentielles américaines, c'est de 35. C'est ça. Donc il est vraiment, c'est le limite. petit genou, c'est l'Emmanuel Macron qui Et se d'ailleurs, présente. il prend exemple sur Emmanuel Macron. C'est vrai, Ouais. bah, c'est parfait. Quelle erreur. Alors, sur la campagne, on va rien dire. Sur la suite, on espère qu'il ne s'opposera pas à autant de choses que notre bon président français. On passe tout de suite à l'instant prof. Alors, instant prof, donc c'est la première fois qu'on fait cette chronique sur Actualis, et donc ça va être un peu une explication un peu. Un petit point philo, un Petit peu point philo. vulgarisé sur la dialectique du maître et de l'esclave. Eh ben, je t'en prie. Ne vous inquiétez pas, j'ai insulté personne. Commencez pas à crier autour de la table. Je vais vous expliquer. Donc, selon la dialectique hegelienne, on se pose en s'opposant. Mon moi n'a de sens que parce qu'il n'est pas autrui, et cette reconnaissance de soi ne passerait donc que par la reconnaissance de moi-même que je perçois dans mon voisin. Vous avez compris quelque chose? Non. Bof. Donc, moi non plus. Ok. Alors reprenons simplement. Au tout début, il y avait deux hommes qui marchaient. Et ils ont fini par se croiser. Chacun de ces deux hommes, subjectivement, était certain, convaincu d'être un homme, convaincu de sa valeur et de sa dignité d'homme. Mais parce que l'homme est l'homme et qu'on ne le changera pas et que Hegel l'avait bien compris, il a besoin de reconnaissance. Il a besoin que celui qu'il croise le reconnaisse, le considère. Et cette reconnaissance, elle passe par une lutte à mort. Alors je vous vois venir et ne me demandez pas pourquoi depuis toujours nos égos et nos désirs de Saint-Jean Poté nous ont poussés à de telles radicalités. Mais c'est dans cette lutte de pur prestige que la reconnaissance doit avoir lieu. Alors évidemment, s'il est demeure, fin de la dialectique de ma chronique, tirée de rideau, je vous laisse ici. Non, en effet, il faut que l'un des deux cède, qu'il s'avoue vaincu, et ce qui le fera céder, c'est la peur pour sa propre vie. C'est là que naît l'esclave et le maître. C'est là que la dialectique fait sens et que nous pouvons distinguer nos deux protagonistes. Alors si vous m'avez suivi, ce qui fait que le maître est le maître et que l'esclave est l'esclave, c'est que le maître n'a pas peur. À partir de là, l'esclave va devenir pour le maître l'élément de transformation de la nature. L'esclave transforme la nature pour permettre au maître de répondre à toutes les contraintes de la vie et qui va finalement le mettre dans sa condition d'homme, en soi de se la couler douce. Pendant que le maître se prélasse, l'esclave transforme la matière, il la maîtrise peu à peu et il n'a plus peur pour sa vie. Car cette crainte, seule partie rationnelle du début de notre histoire, devient finalement inférieure à sa puissance en tant qu'homme de créer, modifier la nature. Et c'est comme ça que l'esclave transforme sa propre condition physique d'existence. Et la plot twist de la dialectique. Chers auditeurs, tenez-vous bien à vos postes de radio. Alors que l'esclave reconnaît le maître comme étant un homme, le maître, lui, reconnaît l'esclave tout au plus comme un animal. Alors comme on se ferait reconnaître par son chien, la reconnaissance que l'esclave a pour le maître ne vaut rien. Le maître est dans une impasse existentielle. Il est en train de perdre, d'autant plus que sa dépendance vis-à-vis de l'esclave l'a rendu esclave lui-même. C'est le retournement de la dialectique. C'est enfin le baisser de rideau pour Hegel, mais il nous reste un épisode. Car le maître, il ne faut pas le sous-estimer, il est rusé. Attention, nouveau plot twist, maintenant c'est à vous, chers collègues, de vous accrocher à vos micros. Roulement de tambour, le maître libère l'esclave, surmonte par l'avènement de la dialectique, déjoue les plans d'Hegel et fait de son ancien esclave son nouveau partenaire économique. Alors oui, ça claque, l'esclave est libre et il collabore avec son ancien maître. Mais comme vous vous en doutez, les fins joyeuses, c'est pas du domaine de la philo. Le maître, en libérant l'esclave, le fait salarié. Finalement, le maître, c'est le capitaliste actuel. Il ne peut plus exploiter l'esclave sans le payer. Il décide alors de le salarier, mais le prive de tous les moyens qu'il avait pour s'émanciper. Transformer la nature, prendre conscience de son autonomie et de se révolter. Et l'esclave ne se révoltera pas, car l'esclave ne sait plus qui l'est. Wow. Joyeux. Pas très joyeux, mais Optimiste, non? mais qui montre, ça révèle un peu tout ce qu'on peut voir sur l'esclavagisme, notamment aux États-Unis. Complètement, aujourd'hui, l'esclavagisme salarié que certaines thèses sont développées Et qu'on a aujourd'hui, maintenant ouais. aussi, carrément. L'ubérisation. On va changer un peu de sujet, on va s'éloigner de l'esclavagisme, j'espère, en tout cas. Et on va aller faire un tour sur la cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche dernier. Voilà, alors du coup, j'ai suivi la cérémonie des Oscars qui se déroulait dimanche soir. Alors pendant la cérémonie, j'ai vu des robes haute couture, des paillettes, des costumes, des stars de partout. Mais il y a une chose que j'ai pas vue, et pourtant j'ai cherché, mais pas moyen de la trouver, la parité entre les nominés
du prix du meilleur réalisateur, la parité, elle, avait laissé sa chaise vide, car comme l'avait dit Nathalie Portman en 2018, et les nommés, qui sont tous des hommes, sont, 2 ans plus tard, et bien tous des hommes. En 92 ans, 5 femmes ont été nommées dans la catégorie du meilleur réalisateur. Et la première et unique femme à remporter le prix, c'était en 2010, Catherine Bigelow pour son film Des mineurs. Alors on peut se demander, où sont passées les femmes ? Eh bien on les retrouve majoritairement dans les Oscars récompensant les meilleurs maquilleurs et costumiers. Depuis 2000, Magnifique. 77% des femmes ont obtenu l'Oscar de la meilleure création de costume. Alors, pour Sandrine Brouwer, membre du collectif 50-50, qui a été créé après l'affaire Weinstein et qui œuvre pour l'égalité Weinstein. et la parité dans le monde du cinéma. Presque, J'ai c'est pas du mal. grave. Le réel problème, ce sont les personnes qui composent le collège de l'Académie. En 2019, l'Académie avait fait un effort pour être un peu plus féminine. La moitié des artistes invités à rejoindre l'institution étaient des femmes. Cette initiative était à l'origine des critiques jugeant la composition des collèges trop masculine et trop blanche pour refléter la diversité de la société. Alors l'année dernière, la proportion des femmes au sein de l'Académie est passée de 32 à 25% en 2015. Mais c'est pas encore assez. Et encore une fois, c'est Nathalie Portman qui l'a bien fait remarquer. Lors de la cérémonie, sa robe portait les marques de ses revendications. Une robe noire et dorée, signée Dior, dont les coutures de la cape étaient personnalisées. On pouvait y voir les noms de plusieurs réalisatrices oubliées des nominations. Lulu Wang, Greta Gerwig, Lauren Scafiria, Melina C'est dur les Matsoukas, prénoms. pourtant je les ai relus avant, Marielle Heller, Mati Diop, Alma Harel et Selina Sciamma. Plus tard dans la cérémonie, c'est Laura Dern qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story, qui s'est exprimée en disant « Si je pouvais donner cet Oscar à Greta Gerwig, je le ferais tout de suite ». Nommée dans 6 catégories, Greta Gerwig est repartie avec un seul Oscar, celui de la meilleure création de costume. Bravo. Ah là là. Enfin, n'oublions pas l'ouverture, c'est la chanteuse Janelle Monáe qui a fait le show. Mais elle n'a pas oublié d'évoquer les polémiques, comme le manque de diversité dans la cérémonie. Elle a également revendiqué son identité. Nous célébrons toutes les femmes qui ont tourné des films phénoménaux. Je suis si fière d'être ici en tant qu'artiste noire et queer. Joyeux Black History Month. Super. Et ça révèle aussi, ce que je retiens beaucoup là-dedans, c'est que Nathalie Portman est très engagée dans la parité. Ouais, exactement. Et c'est pas la première fois qu'elle parle de sujets comme ça. Et donc ça fait plaisir de voir une femme, une icône, qui peut aussi revendiquer des choses comme ça et qui peut porter ses revendications et en parler à tout le monde. Ça va être le porte-drapeau un peu de la lutte pour On peut l'égalité dire des ça, sexes. ouais. Et c'est bien. Et il y a encore beaucoup de travail quand on Ouais. entend les chiffres. Exactement. J'ai ces entendu chiffres. vos réactions. Donc C'est sidérant. Avec Antoine, on était vraiment dépités sur le fait que ce soit que dans des catégories, on va dire, backstage au Ouais, final. c'est ça. Mais c'est terrible. Ouais, c'est une caricature. C'est ça, on est vraiment Tu peux pas faire dans... plus caricaturé que ça. de toute Et façon. on reste dans un peu le vieux cinéma où on mettait pas beaucoup les femmes à l'avant et il faut que ça change maintenant. C'est pour ça qu'il faut les mettre au pied du mur un peu, l'Académie, et Ah, de c'est ça. parler devant eux directement, et- à la télévision, devant des millions de personnes. C'est ça aussi qui marque. Même quand on voit la situation des ballons d'or, etc. Avec quand Martin Solveig a demandé de faire Ah un oui. twerk à un ballon d'or Oh féminin. là là. Enfin, Mais c'est c'est- choquant. C'est que ça va évoluer avec le temps et Parce avec que- des incidents comme ça qui vont faire bouger les choses, mais on va essayer de les éviter et de faire changer ça vite parce que ça devient lourd. Merci beaucoup Delphine. Et maintenant, c'est mon moment à moi. C'est le moment où je vais vous maltraiter un peu. C'est l'heure du quiz. Alors comme la semaine dernière, pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à participer en même temps que les chroniqueurs, vous serez peut-être plus rapide, sûrement même. sûrement. Ouais. Et donc pour vous les chroniqueurs, les points sont comptés et se cumulent au fur et à mesure des émissions. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on aura fini notre saison, on verra un peu qui sera le meilleur parmi nous tous. On doit lever la main ou on répond comme on Alors oui, c'est levage de main et on va compter sur votre honnêteté, je vais compter sur la régie qui va m'aider aussi pour voir que je ne fasse pas d'erreur. C'est parti du coup, première question.
Quel est le premier long métrage Disney à être paru? Fantine? Blanche-Neige. Ouais, parfait, Blanche-Neige. Point bonus pour celui qui le veut et qui peut me trouver l'année. 1937. Putain, mais t'es trop fort. Non. Je te jure que c'est Mais non, 1937. c'est vrai. Je te jure que c'est incroyable. Point bonus. Au hasard, point bonus pour Antoine. Maintenant, tour de table. Alors, tour de table, c'est-à-dire que vous allez chacun me donner un nom de la catégorie que je vais vous donner. Et celui qui se trompe ou qui n'a pas de réponse est éliminé et c'est le dernier qui gagne. Les derniers si vous allez jusqu'au bout. Alors, on va faire les ministres actuels. Alors, seulement les ministres, pas de secrétaire d'État, je le dis à l'avance. Et donc, ils sont encore en fonction maintenant. Et on va commencer du coup, par Odéphine, on va commencer de l'autre côté. Des ministres? Ouais, au moins un. J'en connais. Vas-y. Je veux les entendre maintenant. Sans triche de la part de la régie que je vois très près du micro Le premier. Mais bizarrement. je confonds avec le secrétaire premier. d'État, je les Mais ai non, pas. le premier au moins. Vas-y. Le Premier ministre, vas-y. Bah oui, le Premier ministre, ça compte? Bah oui. Bah oui, c'est un Bah, ami. Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est tout bon. Fantine. Jean-Michel Blanquer. Blanquer, c'est bon. Castaner. Castaner, c'est bon. Poteau. Agnès Buzyn, ministre Buzyn, de la c'est bon Santé. aussi. Ouais. Sans aller sur Parfait. Internet, s'il te plaît. Elisabeth Borne. Oui. Oh yes. Frédéric Vidal. Vidal, c'est bon aussi. Darmanin. Darmanin, c'est bon. Ministre de l'Intérieur, on l'a dit. Je ne Castaner. crois. On l'a dit. Oui, j'ai déjà dit. C'est déjà dit. Je te laisse une deuxième chance, mais c'est tout. Non, rate-toi, c'est bon. On va Non, mettre pas un sur bip. Internet. Sans tricher. 3, 2. Non, là, tout de suite, non. Ah là là, dommage. Du coup, elle perd un Mathilde éliminée. Non. Elle en a pas en plus, donc on va pas faire de négatif tout de suite. Vas-y, mets-moi des moins. Odéphine. point. Continue. Ouais, on continue. Marlène Non, sans Schiappa. tricher, laisse le téléphone. Non, perdu. Marlène Schiappa, elle est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. C'est Mathilde Ça regarde qui m'a sur le donné la téléphone, hein. réponse. En plus, bah bravo. C'est Donc, il filmé, nous vous reste- savez. Hein. Il nous reste que deux concurrents. C'est filmé. Il nous reste que deux concurrents. Fantine. C'est une égalité, on s'arrête. Non, non, on se bat. Oh, jusqu'au bout. hein. Vas-y, mettrai l'esclave. Maraciné à nu. Ouais, des sports, ministre des sports. Antoine. Vous pouvez m'aider dans la régie, s'il vous plaît? 5, 4, 3. Bruno Le Maire. Alors vous ne voyez pas, hein, mais Mathilde a montré son téléphone avec le nom du ministre à Antoine. hein. Non, mais il y a des Non, mais j'ai préférences parce perdu. que moi j'ai les faux ministres en fait. Moi, Ouais, je me mais- donne les mauvaises réponses. C'est chacun son tour. hein. Comme me dit Bravo. la régie, c'est honteux. Bon, Fantine, Bravo. Faut que j'en Non, dise elle a un. gagné, elle a gagné. J'ai triché. tu triches? Ah, mais oui, j'ai Ça, triché. ouais, c'est bien, déjà très fair play. Deuxième point pour Fantine déjà. On continue, question musique. Quel est l'album le plus vendu au monde? Attention, main levée. hein. Beyoncé. Non, On peut juste dire l'artiste. on, va, ouais, Ou je crois. on doit dire le nom de l'album. Si vous avez de l'album avec, je prends. Bah, Michael Jackson. Ouais, Bah oui, c'est Thriller. et l'album est Thriller. Bah oui. Mais c'était- Alors, point bonus aussi si vous voulez. Non. Un demi Point bonus, chacun. Je te sors l'année, vas-y, dis-moi. Non, pas l'année, le nombre d'exemplaires vendus de l'album. Si tu me trouves encore au hasard, par contre, je quitte On le est à studio. combien de millions près? Alors, à 0, c'est Ouais, faut pas déconner. Combien? 5 millions près? 3, allez, 3. 3 millions près? Antoine, je te laisse tenter ta chance en premier parce que si tu l'as, c'est magique. 25 millions. Beaucoup plus. Ah bah oui, je suis bon, c'est aux Ah États-Unis. oui, bien plus. Ah, c'est oui. tout. Bon, allez, je vous le donne, c'est 66 millions d'exemplaires vendus. Donc on est loin des 25. On continue. Quatrième question déjà. Quel est le nom de la chienne qui a voyagé à bord de Sputnik 2? Tu l'as, Fantine? Leila. Ah, presque. Non, enfin c'est un nom russe, Olga. Non, c'est très proche de Leila. Leica. Leica. Dommage. Et c'est donc du coup c'est le premier être vivant à avoir été mis en orbite de la Terre. Un Et point t'as pour pas le Odéphine. nom de la première femme à être allée dans l'espace pour Non. rester sur la chronique au défi. Ouais, non, j'ai pas ça, désolé. J'aurai les infos la semaine prochaine. Un peu plus facile, je pense. À quoi est due la couleur de la tenue du Père Noël? C'est pas à cause de Coca. Oui, alors la main n'a pas été Pardon. levée, mais ce sera accepté quand même. hein. C'est grâce à une campagne de pub dans les années 30 de Coca-Cola qui a figé un peu l'image du Père Noël qu'on a maintenant, un peu très jovial, un peu enrobé avec le grand costume rouge. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Première femme dans l'espace, Si t'arrives à dire le nom, je te T'es- respecte. Valentina Vladimirovna,
Tereshkova. Voilà, on a l'information en direct. Merci Antoine. On continue un peu de géographie. Oh yes. Alors là, par contre, Ah, j'ai été vénère. vache. Ah, vas-y, vénère. Quel pays a pour capitale Katmandou? Le. Nigeria. Non. Non, ah non, non. C'est en Asie. Ça, Ah peut, oui. ça peut vous aider un peu. Bhoutan. Non. Népal. Népal. Ouais. Ouais. Sera accepté. Mais je suis nul, c'est la Tu as été le premier, c'est accepté quand même. Donc on a 2 points pour Antoine, pardon. 2 points pour Fantine, 1 pour Delphine, 1 pour Mathilde. Tout est encore jouable puisqu'il me reste. De quoi? -1 en plus. Non, allez. Ça a été, elle a essayé d'aider, on va garder les points quand même. Alors, qui était le premier président de la République? La Laquelle 5e Laquelle Ouais, la combienième Le premier président de la République. De Gaulle. de la... Non, pas de la 5e, justement. de tout... Ah. Alors, presque, euh, mais Il non. a pas répondu à la question. Pas de la 5e. Ah, c'est un mec cool. C'est plusieurs d'un coup. Hein? C'est plusieurs d'un coup. Ouais, Attends, première lettre. c'est pas... le premier, c'est pas Louis-Philippe Bonaparte, Ouais, tiens, presque. Louis... Moi, je te l'accorde parce que je pense que tu es celle Louis qui s'approchera le Napoléon plus sans aide. C'est Louis-Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, oui, forcément. Qui a été le premier et c'était, alors pour les petites précisions historiques, je vous les donne quand même, c'était lors de la Deuxième République puisque pendant la Première République il n'y a pas eu à proprement parler de président, Premier ministre. c'était même des consuls, il y a eu des consuls, et donc c'est en 1848, avant de se faire proclamer empereur en 1852, Par référendum, hein. C'est le peuple qui l'a voulu. qui a voulu le Ouais, oui, l'empereur. c'était par référendum. Plébiscite, Ouais, Super. plébiscite. plébiscite. Ouais, c'est pareil. Les termes sont précis ici. Alors on parlait de précision, maintenant je veux une estimation, donc vous allez chacun me donner un chiffre, Oh yes. on va voir lequel est le plus près. C'est du sport. Des films Fin qui abandonnent tout de d'émission. suite. Alors, quel est le record? On a parlé de Teddy Riner tout à l'heure. Quel est le record du nombre de matchs sans défaite pour un judoka en catégorie poids lourd? Vous voulez le nom pour vous aider peut-être? Bon, ça va pas nous aider, va je pas pense, nous mais bon. Yasuhiro Un japonais. Yamashita. Oui, un Ouais, japonais. un japonais. Alors, Mathilde, une estimation. Teddy Riner, je crois que c'est 145, du coup je dirais 180. 180 pour Mathilde. Je l'ai noté. Odéphine, 207. 207. Fantine, 260. 260. Antoine, 315. 315. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'Odéphine n'était pas du tout prête pour la question et elle a fait taper à 3 matchs près. C'est-à-dire que donc Yasuhiro Yamashita, si je le prononce bien, a fait une série d'invincibilité de 203 matchs. Donc Odéphine à 4 matchs près. Bravo. Celle qui était le moins prête pour la question sport. Et du coup, c'était entre 1977 et 1985, donc un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et En voilà, 8 ans, donc c'était même plus rapidement que. C'était- ouais, il y avait c'était plus plus de rapidement. matchs que Teddy Riner, ça veut dire. il a dû combattre plus souvent que Teddy Riner, Avec qui les a été blessures, souvent ouais. blessé aussi, Teddy Riner, mine de rien. Et voilà, et donc 203 matchs. Et c'est pour ça aussi que Teddy Riner était un peu soulagé d'avoir perdu ce week-end à Bercy. C'est qu'il a plus en tête ce record à aller chercher, parce que là ça va devenir injouable pour lui. Excuse. Ouais, Il a un le peu seum, aussi, c'est ouais. tout. Est-ce que je vous fais une dernière question géo? Allons-y. Vas-y. Parce que celle-là aussi elle est un peu tordue. Toujours, quel pays a pour capitale Oulan-Bator? Mongolie. Oh là là, Il est fort, il est incroyable, fort. il est très très fort. Si Et tu c'est fais ça toutes les directement. semaines, je suis très très chaud par contre. On va pas faire que de la géo, hein, mais c'est très bien. Et donc victoire d'Antoine avec 3 points, qui égale Angélique, qui a fait 3 points aussi lors de la dernière émission. 2 points pour Edéphine, 2 points pour Fantine, et un tout petit point pour Mathilde, qui était à la ramasse. -1. Absolument. Ouais, -1, on aurait pu mettre -1, donc t'es pas à 0, c'est déjà bien. Et voilà, et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec de nouveaux chroniqueurs pour de nouvelles aventures. Et merci à tous, salut! Let's go. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing